Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la délégation, Hauts-de-France de France Asso Santé, je suis heureuse de vous retrouver pour ce webinaire, thématique sur mon espace santé. Depuis, plusieurs mois, on est investi, sur ce sujet, notamment parce que le département de la Somme a été un département pilote dans le déploiement de mon espace santé. D'ailleurs, quelques représentants, associatifs, du département ont pu, participer, ont testé mon espace santé, ont donné leur avis et leur ressenti, autour de leur expérience, sur les questions d'ergonomie, de la compréhension et des difficultés de création, de connexion sur leur avis sur leurs données, de santé qu'ils pouvaient y mettre et j'en profite pour les remercier, s'ils sont, ici. Nous le verrons, à travers ce webinaire, mon espace santé est un outil qui va, améliorer la coordination, du parcours de santé des patients et améliorer la continuité des soins. Mais pour ça, il faut connaître comment, ça fonctionne et pourquoi le créer. On sait aussi qu'il y a quelques craintes, à ce sujet et d'ailleurs je vous invite, à poser toutes, vos questions aux participants. Vous avez, en bas à droite, un onglet chat qui vous permet de réagir, en direct aux interventions, que vous allez avoir. Mais il y a aussi un onglet questions avec un petit point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ici. L'ensemble des intervenants, pourront y répondre, soit au fur et à mesure, soit à la fin, mais on prendra un temps pour répondre, à toutes vos questions. Donc ce matin, j'ai le plaisir, d'accueillir, Michaël Ruzé de la direction de coordination et de gestion du risque de l'assurance maladie et Maëlle Spanuet qui est chargée de projet, Ségur numérique à l'ARS qui vous feront une présentation, de mon espace santé et ensuite, Arthur Dauphin qui est conseiller, technique sur les questions numériques à France Asso Santé, qui vous expliquera, aussi tout le plaidoyer, autour de mon espace santé, au nom de France Asso Santé. Voilà, du coup, je laisse, la parole à Maëlle Spanuet et Michaël Ruzé pour, la présentation, de mon espace santé. Merci Madame Cassarin. Bonjour à tous. J'attends la présentation et on peut démarrer. Voilà. L'objet, oui, de cette présentation, c'est de pouvoir vous présenter globalement le contexte de mon espace santé et puis de vous en rappeler un peu les objectifs. Et puis mon collègue Michaël Ruzé vous ira plus dans le détail sur ce qu'est mon espace santé, ses diverses fonctionnalités et puis les diverses interactions qu'il peut y avoir avec les usagers. Donc pour commencer peut-être, vous rappeler un peu les éléments de contexte, suite à l'arrivée de mon espace santé. Comme vous le savez tous, 2019 a été l'année du Ségur et en ce sens, une feuille de route du numérique en santé a été définie, fixant des grands axes de développement, dans l'ensemble de systèmes de soins. Parmi ces grands axes, se trouve l'espace numérique de santé, ouvert depuis janvier 2022, que vous connaissez sous le nom de Mon espace santé, mais pour le dire un peu plus vulgairement, ce qui consiste vraiment en un carnet de santé virtuel pour l'usager et à destination de l'usager. Le but étant vraiment de repositionner l'usager comme le premier concerné de ces données médicales et le faire participer comme étant un acteur de sa propre santé et un acteur de l'écosystème de santé. Ces mesures ont été prises en concertation avec les citoyens au niveau national dans une démarche de concertation.
Suite à cette concertation, ont démarré de différents chantiers dédiés à l'inclusion du numérique, et on en parlera un peu plus longuement plus tard, dédiés à des structurations aussi permettant aux organismes existants de pouvoir fournir de l'information santé auprès des usagers. Mais il a aussi été question de mettre en œuvre diverses actions en région et au sein des institutions existantes dans le domaine de la santé, pour que on soit tous en ordre de marche et dans la même direction pour parvenir à atteindre ces objectifs. C'est la raison pour laquelle l'ARS et l'assurance maladie travaillent conjointement en région autour d'une stratégie numérique propre à la région, et en coordination étroite, où on fixe un peu nos axes stratégiques qui découlent de cette demande un peu nationale et de ces objectifs nationaux. On a fixé nos propres objectifs régionaux et notre manière de fonctionner. Et en ce sens, le premier point de fonctionnement pour les Hauts-de-France, c'est que nous souhaitons travailler étroitement assurance maladie, ARS et GRAD. Alors pour vous apporter un peu plus de précision, le GRAD, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'ARS, qui nous permet un peu d'avoir un bras armé sur le terrain, à nous, ARS, pour être au contact des professionnels de santé et pour parvenir à une déclinaison plus précise et plus métier sur le terrain. Donc, premier point, notre objectif était qu'on puisse travailler tous ensemble et aller dans la même direction pour vraiment avoir l'ensemble des professionnels de santé et l'ensemble des problématiques de santé de la région dans le cadre de notre stratégie régionale. La deuxième partie, et ça rejoint ce que je venais de vous dire, c'était de constituer une équipe numérique régionale en intégrant nos partenaires, en intégrant l'ensemble des couloirs de la santé. J'entends le secteur sanitaire, le secteur médico-social, mais aussi les officines, les laboratoires, la recherche et développement. Voilà. L'idée était de créer une équipe dédiée au numérique, permettant de, à la fois, être sur l'ensemble des territoires, mais aussi sur l'ensemble des problématiques de santé rencontrées. Un choix propre à notre région était d'ajouter, et a été d'ajouter, un couloir dit usager, ce qui nous a semblé nécessaire de pouvoir axer aussi notre stratégie numérique sur ce couloir, alors sur cet axe usager. Et c'est la raison pour laquelle aussi aujourd'hui on vous présente Mon Espace Santé et puis on vous décline un peu notre stratégie. Un dernier point, pour être plus efficace et pour essayer de niveler par le haut le plus rapidement possible le niveau numérique en région, on a décidé de créer 7 territoires d'animation numérique chez nous, permettant de pouvoir créer des mini-grappes de travaux et parvenir plus facilement à être agile et à atteindre les objectifs. Donc voilà un peu en termes de contexte et de déclinaison sur le plan usager, ce qui a été décidé de faire en région. Un des axes majeurs qui découle de cette stratégie, c'est notamment le fait que nous mettons en place un dispositif d'accompagnement aux usagers. Donc, sous-entendant aussi pouvoir les accompagner sur la notion de fracture numérique et pouvoir être au plus proche de leurs questions et de pouvoir répondre plus facilement et remonter aussi plus facilement en national les difficultés que pourraient rencontrer les usagers. Donc, le but initial, c'était de créer un réseau de structures de personnes professionnelles ou bénévoles pouvant aider les citoyens à prendre en main Mon Espace Santé, que l'on appellerait ambassadeur. Donc ça, c'est un dispositif qui est aussi fait au national et qui a fait l'objet d'un pilote en Haute-Garonne. Donc qui a déjà testé cette solution d'ambassadeur en mai 2021 et pour lequel ils ont déjà fait des retours et sur lesquels on s'appuie aussi pour constituer cette grappe d'ambassadeurs en région. L'un des premiers retours justement de cette expérimentation était la nécessité d'avoir
un groupement ou du moins l'ensemble des acteurs travaillant au contact des usagers qui puissent s'harmoniser et travailler ensemble à une stratégie commune à destination des usagers. Donc ça comprend l'assurance maladie, l'ARS certes, mais aussi les conseillers numériques France Service, le GRAD dont je vous ai parlé, Aidant Connect, les médiateurs numériques. Donc ce qu'il en est sorti, c'est que plutôt que de faire différentes approches chacun dans son coin, l'idée était d'avoir une stratégie commune pour certes cibler les citoyens lambda, mais aussi pour cibler les citoyens éloignés du numérique. En découle du coup l'arrivée et notre souhait d'avoir un coordonnateur d'ambassadeurs qui serait et qui est en cours de recrutement dans notre grade, du coup, dans le bras armé opérationnel du numérique en région, donc qui est en cours de recrutement et qui aura pour mission justement de coordonner ces diverses associations et ces divers, donc qui sera sans doute en contact aussi avec France Asso Santé, qui sera en contact avec ces diverses associations avec un seul objectif, se coordonner, fournir des éléments de langage, s'assurer que nous puissions cibler l'ensemble des usagers, quels qu'ils soient et quel que soit son niveau de maturité envers le numérique, pour sensibiliser et accompagner les usagers à l'usage de mon espace santé. Voilà un peu, j'irai, on en reparlera un peu plus longuement, parce que n'importe qui peut être ambassadeur. Donc, je vous inviterai en fin de présentation aussi je vous présenterai un peu ce poste. Mais voilà un peu les grandes lignes concernant la stratégie régionale. Sachant que voilà, on est dans cette démarche de sensibilisation et de communication. Là, je vous ai présenté un modèle plutôt, on va dire, opérationnel, mais en parallèle, et je pense que Mickaël en parlera également. On est dans une démarche de communication à large échelle, que ce soit côté ARS, mais aussi côté assurance maladie et aussi côté grade, pour fournir le plus d'éléments possibles de compréhension, de communication, en plus des actions déjà réalisées par la CNAM envers l'ensemble des citoyens. Je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. La deuxième partie consiste à aller un peu plus dans le détail sur mon espace santé. Juste, il y a une question qui apparaît, c'est le lien avec Prédis. Le lien avec Prédis. Alors, ça pourra faire l'objet, on pourra l'ajouter aussi dans la présentation. Là, elle y est pas. On a une slide qui est dédiée. Donc, en fait, Prédis, pour la faire rapide, c'est un outil qui est dédié au parcours, donc qui s'intègre amplement dans mon espace santé, qui est un espace qui est dédié à l'usager. Prédis, il faut le voir vraiment comme étant un outil parcours permettant aux professionnels de santé de dialoguer entre eux et aussi de dialoguer dans une prise en charge, on va dire, dynamique d'une problématique de santé, alors que mon espace santé a quelque chose de plus pérenne et moins à l'usage, on va dire, dynamique de la gestion des soins. En termes de structure, on a bien Prédis, qui est un outil régional dédié au parcours, qui s'intègre et qui s'intégrera demain qui est en cours d'intégration dans mon espace santé. C'est-à-dire qu'un compte-rendu lié à un parcours qui sera fait dans Prédis sera mis à disposition dans mon espace santé pour en informer à la fois l'usager, mais aussi les divers professionnels de santé qui n'y auraient pas accès via Prédis, mais qui devraient y accéder via mon espace santé. Faut le voir comme un complément de service. Mon espace santé est un outil où on retrouvera les consultations. Ça, Mickaël, peut-être peut-on en reparler après la présence de Mickaël, comme ça on verra bien la différence. Ça sera peut-être plus simple. Je veux bien effectivement prendre le relais. Je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien, parce que j'ai des gros soucis de connexion.
Donc Maëlle, tu peux me confirmer Oui, que c'est bon? je te confirme, c'est bon. Bon, ben parfait. Donc je m'excuse par avance, hein, je ne mettrai pas ma caméra parce que j'ai fait une tentative juste avant, mais c'est pas la peine, je perds tout le monde. Donc je me présente très rapidement, je suis Mickaël Ruzet, je suis chargé de mission donc, au niveau de l'assurance maladie au sein d'une cellule régionale qui est en charge de la coordination de la gestion du risque et de la lutte contre la fraude des 9 CEPAM sur le territoire des Hauts-de-France. Et dans ma besace, donc j'ai différentes missions, notamment une mission en qualité de référent régional sur le sujet de l'e-santé. Donc d'où l'objet de ma présentation aujourd'hui autour de mon espace santé. Donc ouais, je vais compléter ce qu'a commencé à dire Maëlle par rapport à des éléments en lien avec Prédis, etc. via la présentation. Donc je propose qu'on passe directement dans le vif du sujet avec la slide suivante, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui gère le transfert des... Ouais. Ouais, parfait, merci beaucoup. Ouais, juste quelques mots très rapides en introduction avant d'entrer un peu plus dans le détail. Juste se rappeler que mon espace santé, c'est quoi? En fait, mon espace santé, c'est un outil de type off service public qui est à destination de tous les usagers. Donc, toute population, dès l'instant où elle est affiliée à un régime de protection sociale français, et quel que soit son âge, quel que soit son statut, tout le monde peut prétendre à disposer de son espace santé, sachant que c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est une offre de service. Alors, on incite évidemment la population et les usagers en qualité de citoyens à recourir à leur espace santé, mais bien évidemment, on va le voir un peu plus loin, toute personne qui souhaiterait ne pas disposer de son espace de santé, il n'y a pas d'obligation. C'est quoi comme espace? On va le voir, les personnes qui connaissent le DMP, on va retrouver des composantes du DMP parce que déjà, mon espace santé, ça va être un lieu de stockage où on va pouvoir venir stocker un certain nombre d'informations, de données de santé qui vont être enregistrées soit par des professionnels de santé, soit par l'assurance maladie, soit par les usagers eux-mêmes, avec un but, c'est de permettre justement aux acteurs qui prennent en charge la santé d'un citoyen, de pouvoir accéder à toute cette information et de simplifier le parcours de soins et le parcours de santé, d'améliorer les conditions de prise en charge, le tout dans un espace sécurisé qu'on qualifie comme étant un espace de confiance et un espace auquel va être associé, on va le voir après, est associé dès à présent même, une messagerie sécurisée qui va permettre de sécuriser des échanges. Alors justement, si on bascule sur la slide suivante, plus concrètement, quelles sont les fonctionnalités qui sont présentes dans mon espace santé? Aujourd'hui, il y a 4 fonctionnalités majeures qui sont identifiées dans mon espace santé. Il y a 2 fonctionnalités qui sont d'ores et déjà disponibles, qui avaient fait l'objet d'une expérimentation à l'occasion d'une phase pilote. On va en parler un petit peu plus loin. Une première fonctionnalité, ça va être celle du dossier médical. En fait, on va s'appuyer ici sur l'ancien DMP, qui est glissé dedans, sachant qu'on va retrouver un DMP qui a été un petit peu refondu, restructuré, remaquetté en quelque sorte, pour avoir une organisation qui soit un peu plus simple de prise en main, avec des catégorisations, donc on verra un petit peu les types de rubriques qu'on y retrouve, mais on a aussi la possibilité pour l'usager de venir compléter dans son dossier médical ce qu'on appelle un profil médical. Donc, on va le voir un peu plus loin. Ça aussi, c'est à la main de l'usager, ça va contribuer à le rendre acteur de sa santé. L'idée étant de pouvoir, pour l'usager, venir enregistrer dans son espace santé un certain nombre d'informations de type médical qui le caractérisent, qui seront accessibles aux professionnels de santé, qui viendront aussi faciliter cette prise en charge. Donc ça, c'est la première fonctionnalité majeure qui est actuellement disponible. Il y a une deuxième fonctionnalité que j'évoquais à l'instant, c'était la messagerie sécurisée. L'idée, c'est de permettre, via l'espace santé, d'offrir à chaque citoyen qui le souhaite une messagerie qui permettra d'avoir des échanges sécurisés avec les professionnels de santé. Donc, je reparlerai un petit peu plus loin sur comment ça fonctionne concrètement. Mais l'idée, entre guillemets, c'est bien de s'affranchir des messageries de type Gmail et autres, qui ne sont pas forcément des messageries très sécurisées, et d'avoir, encore une fois, au sein de cet espace de confiance, un lieu clos qui va permettre à un patient d'échanger avec des professionnels de santé. Ça, c'est ce qui est fonctionnel aujourd'hui. Et à l'avenir, dans le courant de l'année, vont venir s'implémenter 2 autres fonctionnalités majeures. En premier lieu, un agenda. C'est-à-dire, pour faire simple, ça va être un agenda où on va retrouver tous les événements de santé qui vont être planifiés, qui vont être implémentés automatiquement dans l'outil. Et un catalogue de services.
de type App Store, dans lequel on va pouvoir venir ajouter des applications qui vont faire l'objet préalablement d'un référencement. Donc là, on peut faire aussi un petit lien avec Predis. Tout à l'heure, Maëlle évoquait effectivement Predis, qui peut être utilisé, entre guillemets, comme étant un logiciel pour les professionnels de santé, qui va permettre d'interagir avec l'espace santé. Il n'est pas non plus exclu que Predis, en qualité de connecteur, soit utilisé comme étant un support à un certain nombre d'applications supplémentaires qui pourraient être développées par des prestataires X ou Y. Et en ce sens, Predis viendrait aussi alimenter ce catalogue de services. Je vois qu'il y a plein de questions, plein d'éléments dans le chat qui tombent. Je ne sais pas si on les prendra. Ah bon, non, c'est pas trop embêtant ça. Voilà, donc pour avoir un petit peu après. Si on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, j'évoquais le DMP. Je disais, aujourd'hui, mon espace santé va venir récupérer le DMP. Effectivement, c'est ce qu'on vous précise. Alors, je ne reviens pas sur l'historique du DMP, ce que c'est, etc. Le DMP, c'est ce que je vous indiquais, il est désormais directement intégré dans mon espace santé. C'est-à-dire que l'usager qui disposait déjà d'un DMP au préalable, il va voir son DMP directement transporté dans son espace santé. Ce qui fait que concrètement, pour les professionnels de santé, eux, l'utilisation, l'accès aux informations contenues dans les DMP vont être complètement transparentes. Ils vont continuer à fonctionner comme avant avec leur logiciel métier. Pour eux, ça ne va pas changer grand-chose. Versant usager, l'ancienne application DMP, le site dmp.fr qui existait, disparaissent. Maintenant, la porte d'entrée, c'est l'espace santé. Alors, par rapport au DMP, ce que j'indiquais précédemment, le dossier médical qui est contenu dans mon espace santé est un petit peu restructuré. Je disais qu'il va y avoir aussi un certain nombre de rubriques qui viennent s'ajouter, la possibilité d'un agenda numérique, la messagerie de sécurisée. Donc, tout ça, ce sont des apports par rapport au précédent DMP, sachant que depuis l'été dernier, il n'est plus possible de créer DMP. Et donc, c'est ce que je vous indiquais, tout ce qui était inclus dans les DMP existants bascule automatiquement dans mon espace santé. Si on passe sur la slide suivante, autre différence majeure par rapport au DMP, c'est-à-dire qu'avant le DMP, il fallait entre guillemets être usager proactif, citoyen proactif, et dire je souhaite que mon DMP soit créé à l'occasion d'un échange avec un professionnel de santé, par exemple. Là, désormais, on bascule, on change de paradigme. C'est la loi qui l'inscrit dans les textes. On bascule dans ce qu'on appelle un processus dit opt-out, c'est-à-dire c'est une création automatique. Pour faire simple, encore une fois, c'est ce que j'indiquais, toute la population française, donc plus de 65 millions d'individus, peuvent disposer d'un espace de santé. Il y a eu toute une campagne de notification qui a été engagée dès la fin du mois de janvier pour informer les usagers justement de la création de l'espace santé. Donc de ce fait-là, ils ont reçu soit par mail, soit par courrier postal des éléments qui leur permettaient d'activer leur compte, avec différentes options possibles. Soit directement l'usager était favorable à l'activation de son espace santé et il pouvait, dès la réception des éléments adressés par l'assurance maladie, il pouvait créer son compte. Ou alors il y était opposé, et là c'est un droit qui est respecté, tout le monde a le droit de s'opposer à son espace santé, donc l'usager pouvait directement s'y opposer en se rendant sur le site ou en appelant un support usager, on en parlera un petit peu plus loin. Ou alors, situation intermédiaire, c'est la grande majorité de la population, on ne va pas se le cacher, finalement, on est peut-être un petit peu passé à côté, ou on a laissé traîner la chose, et il va y avoir un processus de création automatique qui va se mettre en place. Alors, initialement, c'était prévu que cette création automatique se fasse 6 semaines après l'envoi du courrier. Il y a eu un petit peu de difficultés techniques qui ont été gérées au national, parce que, comme je disais, près de 66 millions de personnes à gérer, ça peut générer justement un certain nombre de difficultés. Donc ça a pris un petit peu de retard, mais là on est en train d'entrer justement aujourd'hui dans la phase de création automatique. Alors ce qu'il faut, mais on va le distinguer après, il faut bien distinguer la création de l'activation. C'est-à-dire par là, création de mon espace santé, ça veut dire que derrière l'espace DMP est accessible aux professionnels de santé. Et l'étage du dessus, c'est l'activation par l'assuré, c'est-à-dire que l'assuré pourra lui-même interagir avec tout ça. Mais on va le décrire un petit peu plus loin. Je propose de passer à la slide suivante. Un petit mot sur le calendrier, juste se rappeler que
on le disait brièvement en introduction, cette phase de généralisation de mon espace santé qui a lieu donc depuis le début de l'année, elle fait suite à une phase d'expérimentation où il y a 3 territoires pilotes, dont le département de la Somme, qui ont testé les deux premiers modules que je décrivais, hein, donc le profil médical, la messagerie sécurisée, ça a été testé sur le dernier quadrimestre 2021. Donc c'est ce que je vous indiquais, hein, 65 millions de notifications ont été adressées. Aujourd'hui, on entre dans le processus dit de création automatique. Donc si on passe sur la slide suivante. Donc vous retrouverez dans le support une petite vidéo de présentation, une vidéo de l'assurance maladie qui décrit justement pas à pas comment activer son espace santé, comment interagir avec son espace santé, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, comment on peut l'enrichir. Donc c'est une vidéo, vous avez le lien vers YouTube. Je pense que là, on ne va pas la diffuser entre nous parce que ça peut alourdir un petit peu les échanges. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une vidéo qui est accessible sur YouTube. Vous retrouvez le lien et qui peut être partagé auprès de vos collaborateurs ou même auprès du grand public, justement pour illustrer comment on peut prendre en main, au travers un cas concret, hein, c'est une petite dame qui s'appelle Inaya, qui est une maman célibataire, qui a 2 enfants, donc elle va prendre en charge également la création des espaces santé de ses enfants, et on voit aussi au travers de cette vidéo comment elle enrichit son profil médical, comment elle y met des documents, comment elle interagit avec des professionnels de santé via sa messagerie. Donc je pense qu'on peut passer ça. Et l'usage, quel est l'apport de la création de mon espace santé. Alors, je ne sais pas si on s'arrête 30 secondes pour voir s'il y a des questions. J'avoue que je vais balayer. Prédis, on en a parlé. Alors, Prédis vont être intégrés à l'espace santé via Alors, Maël, je ne sais pas si tu voyais, tu avais une question par rapport à Prédis et la loi OTSS concernant le consentement du patient. Oui, je pense qu'on en reparlera plutôt en fin de présentation sur cette partie-là. Est-ce que tu vois d'autres questions, toi, sur lesquelles on pourrait répondre tout de suite? Alors, l'espace santé va-t-il être utilisable vocalement pour les personnes malvoyantes? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il y a effectivement des réflexions sur la possibilité d'accéder à tous des publics très spécifiques pour pouvoir leur permettre de disposer de tous les éléments. Sachant que, de toute manière, il est inscrit dans la loi la possibilité pour tous les usagers de s'opposer. Donc déjà, ne serait-ce que d'avoir les informations pour pouvoir s'opposer ou non à son espace santé, c'est des obligations. En fait, il faut bien comprendre, hein, comme je disais, il y a près de 66 millions de personnes qui sont couvertes par mon espace santé. C'est potentiellement 66 millions de cas particuliers, de situations spécifiques. Donc, ce qui fait qu'au fil de l'eau, au travers ce processus de généralisation qui est en cours, en fait, au niveau national, on identifie un certain nombre de difficultés. Oh, je suis désolé, mon téléphone en même temps. Au niveau national, on identifie un certain nombre de difficultés et au fur et à mesure, il va y avoir des choses qui vont être traitées. Ça peut être par exemple aussi des situations par rapport à des publics qui sont sous tutelle. Ça, c'est en cours. Il y a des réflexions qui sont en cours au niveau national. Des publics qui sont sous protection aussi. Donc, toutes ces choses-là vont se décanter au fil de l'eau. Ouais, il y avait une interrogation sur l'obligation de passer à l'espace santé. Non, c'est ce que j'indiquais, hein, ça reste à discrétion de l'usager. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a la possibilité de s'y opposer, on en parlera un petit peu après, sachant que rien n'est définitif. C'est-à-dire qu'on peut s'y opposer et revenir dessus, et puis finalement s'y opposer à nouveau, etc. dans le temps, donc on en parlera un petit peu après. Et quelle est la situation des espaces créés et fonctionnant en Hauts-de-France à 4 mois du démarrage? Là, je pense qu'on fait peut-être allusion justement au cas particulier du département de la Somme, pour lequel des espaces santé avaient été créés dans le cadre de l'expérimentation. Donc si c'est bien ça, hein, l'objet de la question, il n'y a pas de nouvelle création nécessairement à faire, hein. On était sur déjà l'espace santé classique, c'était juste une phase d'expé sur certains territoires. Je vois une question aussi de Pascal Duitch sur les liens avec les opérateurs de e-rendez-vous.
Au même titre qu'on vous le disait, il y a un catalogue de services qui sera mis à disposition dans mon espace santé. Et en fait, les usagers pourront y retrouver des opérateurs comme Doctolib, Maya ou aussi Predis. On est bien sur une offre un peu comme un Apple Store ou un service d'application comme ça, où on peut retrouver par catégorie de services différents acteurs existants sur l'offre du marché de la santé. Alors, une question aussi sur aujourd'hui, les professionnels déposent-ils systématiquement les données? Justement, hein, c'est un des grands enjeux, un des grands objectifs partagés ARS, grade assurance maladie sur l'alimentation. C'est vrai que une des grosses limites, un des points noirs hein, de l'ancien DMP, donc on le disait, il fallait être proactif, il fallait que l'usager souhaite le créer. De ce fait-là, il y a eu assez peu de création. Au niveau national, je crois qu'on était à 1 million. Et mécaniquement, quand il y a assez peu de création, ça incite pas à l'alimentation. Aujourd'hui, l'idée aussi, en passant sur ce processus de création dit opt-out, donc création un petit peu automatique, donc on s'attend à ce que l'immense majorité de la population française dispose de son espace santé. L'idée, c'est que chaque professionnel de santé, que ce soit dans le cadre d'un établissement de santé, en médico-social ou en ville, chaque professionnel de santé, face à lui, il est fortement vraisemblable que le patient dispose de son espace santé et donc d'un DMP. De ce fait-là, déjà, on va lever ce frein par rapport à est-ce qu'il existe ou pas un DMP. Et le but aussi, aujourd'hui, c'est d'accompagner ces différentes catégories de professionnels de santé pour les amener déjà à faire évoluer leur environnement matériel, informatique, logiciel métier pour qu'ils soient dits Ségur compatibles. Pour tout ça, ça fonctionne bien avec les attentes qui sont liées au Ségur du numérique. Et les inciter aussi justement à recourir, puisque ça a un intérêt pour l'usager et ça a un intérêt pour les professionnels de santé. Mais justement, on parle un petit peu plus loin des documents, donc je pense qu'on développera aussi ces aspects. Juste du coup, pour peut-être terminer et puis repartir un peu sur les cas d'usage, je réponds concernant Predis et le fait de devoir demander le consentement des patients. On a fait le choix, nous, en région, de maintenir cette demande de consentement pour Predis. Donc, pour l'instant, pas de changement là-dessus. Effectivement, on se pose la question de partir sur un même système d'opt-out au même titre que le fait mon espace santé, mais on n'a pas encore décidé sur ce point. Pour le moment, on maintient un consentement à l'usage de Predis par le patient. Alors, je vois d'autres questions, mais je pense qu'on va répondre aussi partiellement au fil de l'eau, donc je propose qu'on avance sur les cas d'usage. Juste pour illustrer justement par rapport sur la slide suivante, déjà, une fois que mon espace santé est créé, quelle est la plus-value pour les professionnels de santé? Donc, si on peut juste glisser sur la slide, ou c'est peut-être moi qui suis en retard de mon côté. Merci. Donc, c'est ce que je disais. Il faut distinguer le premier niveau qui est la création de mon espace santé, qui schématiquement va permettre d'ouvrir l'ex-DMP ou le nouveau DMP, hein, vous l'entendez comme vous le souhaitez. C'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, ça va être l'activation par l'usager en tant que tel. Donc, le premier niveau avec la création de l'espace santé, ça va permettre à tous les professionnels de santé de venir déposer des documents, quelle que soit la nature des documents, et ils vont le faire comme ils le faisaient avant avec le DMP, soit via le site du DMP, qui est toujours actif pour eux, soit, et c'est encore plus simple, via leur logiciel métier. Donc, c'est ce que je disais précédemment, il y a un accompagnement en cours assurance maladie, plutôt côté médecine de ville, et un accompagnement ARS, plutôt établissement de santé sanitaire et médico-social, pour sensibiliser les différents professionnels de santé à l'usage de mon espace santé, les logiciels qui sont à mettre à jour. Et donc ça, il y a des campagnes qui sont au fil de l'eau. L'idée, donc, c'est que ces professionnels de santé puissent venir déposer tous les documents nécessaires à la prise en charge du patient dans l'espace santé, mais qu'ils puissent aussi consulter depuis leur logiciel métier, hein, depuis leur environnement professionnel sécurisé, qu'ils puissent consulter les documents qui soient nécessaires à la bonne prise en charge. Alors, il faut garder à l'esprit que avec le DMP, il y avait une matrice d'habilitation qui avait été élaborée au niveau national. Donc, pour faire simple, il faut s'imaginer une espèce de tableau à double entrée qui va croiser les catégories de professionnels de santé avec les catégories de documents qui sont contenus dans le DMP. Et après, ça permet de savoir si telle ou telle catégorie de professionnels de santé
peut accéder, oui ou non, à telle ou telle catégorie de documents. Donc, ça va permettre déjà d'avoir un premier niveau de sécurisation quant à l'accès qui pourra être réalisé au niveau de chaque document. Alors, juste précision, mais on peut rester sur la slide. L'assurance maladie aussi peut alimenter mon espace santé, puisqu'on va nous y injecter mécaniquement tout ce qui va être historique des soins, mais aussi, par exemple, l'attestation vaccinale pour la Covid-19. Donc, l'assurance maladie vient aussi enrichir l'espace santé. Donc, c'est les professionnels de santé, c'est l'assurance maladie. Mais effectivement, sur la slide suivante, l'usager, en tant qu'acteur de sa propre santé, une fois qu'il active l'espace santé, donc là, effectivement, on peut changer la slide, s'il vous plaît. Merci, merci. L'usager, une fois qu'il l'active, c'est-à-dire qu'une fois que lui-même va naviguer dans son espace santé, il va pouvoir venir compléter, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, le profil médical, donc on le décrit un petit peu plus loin. Il va pouvoir utiliser la messagerie sécurisée de santé et donc avoir des échanges sécurisés avec les professionnels de santé, donc c'est pareil, on en parle un petit peu plus loin. Il va pouvoir aussi interagir sur les documents, soit de lui-même ajouter des documents. Donc voilà, par exemple, en tant qu'usager, je peux aller faire un prélèvement sanguin auprès d'un laboratoire, je vais avoir mes résultats d'analyse, le laboratoire va me les transmettre, je peux venir les mettre directement sur mon espace santé, sachant que le laboratoire, lui, est vivement incité justement à les verser aussi dans l'espace santé, bien évidemment. Et toujours en termes d'interaction par rapport à ces documents, et on le développera aussi un petit peu plus loin, chaque usager peut décider, au-delà de la matrice d'habilitation que je décrivais précédemment, chaque usager peut décider de venir interdire ou pas l'accès à tel ou tel document, à tel ou tel professionnel de santé. C'est-à-dire que nominativement, un usager peut dire « je ne souhaite pas que ce professionnel de santé accède aux documents qui sont dans mon espace santé, voire pour un document précis, je ne souhaite pas que ce document soit visible ». Donc là, l'idée, c'est de bien pouvoir garder la main pour que chaque usager puisse faire ce qu'il veut, en quelque sorte, sur l'accessibilité des informations qui sont contenues dans son espace santé. Alors sur la slide suivante, on a pris un petit cas d'usage qui est celui de la grossesse. Je ne vais pas le décrire dans les détails, je pense que vous pourrez en prendre connaissance avec le support qui vous sera remis dans les suites. Mais l'idée, c'était de venir illustrer au fil de l'eau de cette grossesse, à quel moment, finalement, l'espace santé pourrait être intéressant. Donc, ça part du médecin traitant qui peut adresser des recommandations à sa patiente via la messagerie sécurisée. Et puis, vous avez jusqu'au compte-rendu de l'accouchement qui pourra être enregistré dans le dossier médical de mon espace santé. Donc là, c'est juste une petite ligne de vie autour de la grossesse qui permet d'illustrer différents cas de figure, sachant qu'il y a un certain nombre de cas d'usage qui, justement, sont référencés au national et qui font l'objet de promotion, entre guillemets, auprès des professionnels de santé lorsqu'on les accompagne, justement pour les inciter au mieux à utiliser l'espace santé. Alors, avant de regarder l'activation du profil, on peut peut-être jeter un petit coup d'œil s'il y a des nouvelles questions. Alors, une question, le site Amélie sera-t-il maintenu et associé à mon espace santé? Alors, on est bien sur deux choses distinctes. Le site Amélie, c'est bien le site de l'assurance maladie, qui reste un site d'info, avec un compte Amélie, qui reste toujours un compte Amélie. Et mon espace santé, on est vraiment sur un outil à côté, qui encore une fois n'a rien d'obligatoire, qui est une offre de service. Nous, on conseille vivement d'y recourir parce que c'est quand même un gain potentiel en termes de prise en charge, de par le fait que tout professionnel de santé peut potentiellement accéder à des informations. Mais on est bien sur deux choses distinctes. Alors, le corps médical a, pendant les 18 ans de gestation du DMP, tourné le dos à sa mise en place et s'est par exemple opposé à la rédaction de la fiche de synthèse. Qu'en est-il aujourd'hui? De même, la messagerie sécurisée est-elle aujourd'hui opérationnelle pour tous les médecins? Alors, la messagerie sécurisée, de façon générale, les professionnels de santé disposent aujourd'hui d'une messagerie sécurisée, logiquement. L'idée avec mon espace santé, c'est que cette messagerie sécurisée soit accessible à l'usager via l'espace santé. Alors, ce que j'indiquais précédemment, c'est que, sans rentrer dans les détails, il faut aujourd'hui que tous les logiciels métiers, pour fonctionner au mieux avec l'espace santé, soient interopérables et donc deviennent, c'est ce que je qualifiais de Ségur compatibles. Donc, il y a tout un accompagnement aujourd'hui auprès des professionnels de santé
pour les amener justement à faire évoluer leur logiciel métier pour qu'il soit mis à jour, sachant qu'au niveau national, hein, il y a eu un travail qui a été réalisé avec les éditeurs de logiciels métiers pour que les éditeurs, justement, au regard d'un cahier des charges et d'un certain nombre de critères, hein, que les éditeurs puissent proposer aux professionnels de santé une mise à jour de leur logiciel métier. Donc oui, en théorie, tout le monde devra pouvoir, enfin tout professionnel de santé devra pouvoir utiliser la messagerie sécurisée qui sera dans mon espace santé. Et alors, par rapport au fait qu'effectivement, par le passé, le DMP n'était pas forcément exploité au mieux, bah là, c'est tout le travail d'accompagnement de l'assurance maladie, du GRADE, de l'ARS pour inciter les professionnels de santé. Alors, sachant que, par exemple, côté monde libéral, il y a aussi tout un certain nombre de mesures incitatives qui ont été mises en place dans le domaine, dans le champ conventionnel. Donc, il y a un certain nombre d'avenants, de nouvelles conventions qui voient le jour progressivement dans les différentes catégories de professionnels de santé, et ça intègre le numérique en santé. Ça va même au-delà de mon espace santé. Est-ce que tu vois d'autres questions, Maëlle ? Bah, tu viens d'y répondre, hein. J'étais en train de répondre sur l'aspect communication, effectivement. Non, je pense qu'on a globalement répondu à pas mal de questions. Bon, bah, on va avancer. De toute façon, on pourra toujours avoir des temps de questions-réponses après. Donc là, dans cette troisième partie, on souhaitait évoquer avec vous comment activer le profil Mon Espace Santé. Alors, c'est ce que j'indiquais hein, en termes de calendrier. Aujourd'hui, on est un petit peu après la phase d'activation générale, qui était la phase entre guillemets, de reprise de stock des près de 66 millions de Français. Donc, on peut quand même passer les slides pour que vous compreniez le processus d'activation. Pour faire très simple, c'est une activation qui se faisait en 3 temps, enfin qui se fait en 3 temps, elle se fait toujours en 3 temps. Dans un premier temps, il y a ce que je disais, hein, donc les 66 millions de Français, mais ça va être le cas pour les nouveaux, enfin, les futures naissances, et puis les mineurs qui vont devenir adultes. À leur tour, il y aura toujours une notification qui va se mettre en place. À partir des éléments qui ont été adressés, l'usager peut venir activer son compte, ou alors on va avoir le processus de création automatique. Et à partir de là, une fois que le compte est créé, c'est ce que j'indiquais, l'étape d'après, c'est l'activation par l'usager pour que celui-ci devienne acteur et utilisateur de son compte. Alors sur les slides suivantes, vous avez une reprise des courriers de notification, des mails et des courriers qui ont pu être adressés aux usagers. Hein. L'idée, c'est de comprendre ici qu'il y a une forte sécurisation dans le cadre de cette activation et ensuite dans le cadre de l'utilisation de Mon Espace Santé. Cette forte sécurisation, c'est une contrainte au CNIL. Hein. Ça s'inscrit dans la RGPD et c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui peut effectivement, on en est conscient, constituer par un moment des freins ou des difficultés. Mais c'est la raison aussi pour laquelle l'assurance maladie a mis en place un support à destination des usagers, un support téléphonique, pour pouvoir les accompagner justement dans le cadre de l'activation et ensuite dans le cadre de l'utilisation en cas de difficultés techniques. Donc là, sur cette slide-là, vous aviez effectivement un premier aperçu courriel. Vous avez des flyers hein, qui sont remis dans les courriers ou par mail pour justement présenter de façon un petit peu pédagogique et didactique ce qu'est Mon Espace Santé, comment on l'active, etc. Et après, quand on dispose du code provisoire qui nous a été adressé, il suffit d'avoir sa carte vitale à côté pour pouvoir s'identifier et créer son compte. Sachant que si par mégarde, on égare ce code provisoire ou que tout simplement on n'a pas reçu de courrier, il est toujours possible, depuis l'espace Mon Espace Santé, donc depuis l'espace Internet, hein, j'entends, de régénérer un code provisoire. Là, il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire que si jamais l'usager n'a pas reçu ou perdu son courrier à une époque, s'il souhaite le réactiver, il a toujours cette possibilité-là. Lors de la création du compte, justement, on nous demande si on veut l'activer ou pas. Et donc, à ce stade-là, on peut s'y opposer. Et donc, à partir du moment où on s'y oppose, il n'y aura pas d'espace santé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le DMP derrière en cascade. Donc, quelque part, c'est aussi se bloquer des chances quant à une bonne qualité de prise en charge par les professionnels de santé. Parce qu'en fait, on peut effectivement imaginer un usager
dans le cadre de la procédure de création automatique que je décrivais tout à l'heure, la procédure dite opt-out, on peut tout à fait imaginer des usagers qui sont un petit peu éloignés du numérique, des usagers pour lesquels on essaie de mettre en place ce réseau d'ambassadeurs qui était décrit précédemment par mail et sur lequel on reviendra un petit peu plus loin. Mais bon, malgré tout, il peut y avoir des situations où les usagers échappent un petit peu au mail du filet. Et pour autant, même si les personnes n'activent pas, il y a intérêt quand même à le créer parce que dès l'instant où mon espace santé est créé, c'est ce que j'indiquais, il y a le DMP. Et dès l'instant où il y a le DMP, les professionnels de santé peuvent venir verser des documents et donc peuvent consulter des documents. Et dans certaines situations de prise en charge, par exemple des prises en charge en urgence, ça peut être très intéressant quand même pour un professionnel de santé d'accéder à des informations sur la santé du patient. Donc c'est vrai qu'on a tendance quand même, nous, le discours, ça serait de promouvoir la création. Alors si on passe à la slide suivante, voilà, le compte il est activé et à partir de là, l'usager est invité justement à explorer son espace santé pour pouvoir compléter son profil médical ou toute autre information qu'il jugerait nécessaire. Donc là, je renvoie un petit peu à la vidéo Inaya. Oui, on peut passer, pas de souci. Je renvoie à la vidéo Inaya justement qui viendra illustrer tout cela. Et donc, l'usager peut renseigner son profil médical. Le profil médical, c'est quoi? Si on se souvient tout à l'heure, je disais il y a 2 services socles. Il y a un dossier médical, une messagerie sécurisée qui sont actives. Dans le dossier médical, il y a ce qu'on appelle le DMP, avec les documents de santé qui sont versés, mais aussi, nouveauté de mon espace santé, il y a un profil médical. Un profil médical, c'est un profil que l'usager peut, alors c'est à sa discrétion, s'il le souhaite ou pas, dans lequel il va venir renseigner un certain nombre d'informations. Vous avez quelques illustrations ici, par exemple déjà la taille, le poids, mais aussi est-ce qu'il y a des antécédents de santé, est-ce qu'il y a des allergies, est-ce qu'il y a des traitements en cours, etc., etc. Ce sont des informations que l'usager peut de lui-même venir saisir dans son profil médical. Et l'intérêt, c'est que ce profil médical est accessible aux professionnels de santé. Et si, par exemple, j'illustre avec une situation de prise en charge en urgence, ça peut être intéressant que, à l'occasion d'une régule par SAMU Centre 15, le médecin régulateur puisse savoir justement si le patient a des allergies, s'il a des antécédents médicaux, s'il a un traitement en cours. C'est une chance en termes de qualité de prise en charge, une chance supplémentaire. Donc là, encore une fois, c'est pareil, ce sont des choses sur lesquelles on peut insister auprès des usagers quant à l'intérêt de venir remplir, alimenter ce profil médical. Alors, le cas particulier des enfants mineurs, les parents vont recevoir les codes pour pouvoir activer et créer et activer les espaces santé de leurs enfants. Et il faut savoir que quand arrivera la majorité, à 18 ans, les enfants auront à leur tour seront rattrapés en quelque sorte par les notifications adressées par l'assurance maladie pour qu'ils fassent eux-mêmes le choix de conserver, activer ou pas, créer ou pas leur espace santé. Mais jusqu'à l'âge de la majorité, avant l'âge de la majorité, donc l'enfant est dépendant de ses parents, dans le cas le plus général, et c'est donc les parents qui vont superviser le profil qui leur est attaché. C'est ce que j'indiquais, que ce soit en phase d'activation et au-delà. S'il y a le moindre doute, l'assurance maladie met en place un support téléphonique, le 3422, donc c'est le support vers lequel on oriente les usagers. C'est ce support qui est dédié exclusivement à la gestion des difficultés rencontrées sur mon espace santé. Donc le 3422 ne sert qu'à ça. Et donc on a derrière cela un certain nombre d'agents assurance maladie qui sont, entre guillemets, experts sur le sujet et qui accèdent aux bases de données assurance maladie. Donc ça permet aussi d'aller récupérer un certain nombre d'informations pour aider l'usager. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles questions? Et si, alors, je ne suis pas le maître du temps, j'ai tendance à déborder. Si je prends trop de temps, il faut me le dire. Alors, l'espace santé peut-il être activé par un professionnel de santé si le patient est en incapacité de le faire? Dans les textes, c'est le patient qui est maître de l'activation.
Après, on sait très bien que dans la réalité, il y a effectivement certains cas de figure où le patient mérite un accompagnement. Cet accompagnement, ça peut être réalisé par un professionnel de santé. En fait, ça peut être un accompagnement de confiance. Mais là, voilà, on va être en toute transparence, c'est la situation concrète des quotidiens où on va avoir les cas particuliers, des accompagnateurs. Donc, en ce sens, oui, un professionnel de santé peut aider un patient, mais en logique, c'est juste le patient qui doit pouvoir interagir dessus. Alors, quid des messageries sécurisées intégrées dans les DPI, type AP Crypt, Medimail, etc. Alors là, ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à la nécessité de faire évoluer les environnements informatiques des professionnels de santé. Ça va être des messageries. En fait, l'idée, c'est que les logiciels métiers des professionnels de santé qui vont notamment piloter ces messageries sécurisées soient complètement interopérables avec la messagerie sécurisée de mon espace santé. Donc l'idée, c'est que pour le professionnel de santé, ça soit complètement transparent et que ça ne change rien dans ses pratiques du quotidien. Alors une question qu'on n'avait pas évoquée tout à l'heure, c'est comment les professionnels de santé accèdent aux documents, accords, présence, etc. Bon, on en parle juste après, justement. Donc ça, on apportera les réponses. Je crois qu'on est bon. Il ne faut pas hésiter à me dire si je suis passé à côté de quelque chose. Bon, on va continuer à avancer. Alors les documents, justement. La rubrique documents, c'est l'ancienne brique DMP, en quelque sorte. Là, c'est de la redite, hein. C'est là où on va venir stocker, c'est là où on va venir pouvoir récupérer, télécharger, visualiser des documents. Sachant que, c'est ce que j'indiquais, dès l'instant où mon espace santé est créé, les professionnels de santé peuvent y accéder, sur la base de la matrice d'habilitation que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui renvoie à l'ancien DMP. Et à partir du moment où l'usager active son espace santé, il a la possibilité lui-même justement de réguler les accès. Alors, si on passe sur la slide suivante, vous avez juste une illustration de la structuration des différents types de documents et de l'interface dans mon espace santé où on peut gérer ces documents. Donc là, c'est une interface de navigation qui est relativement classique, qui ressemble à ce qu'on a sur n'importe quelle application de quoi que ce soit. Et c'est justement via cette interface où on va pouvoir modifier des documents, ajouter des documents, supprimer des documents, masquer des documents, sachant que, c'est ce qui vous est indiqué en haut à droite, accéder à l'historique des accès. Toute consultation de documents donne lieu à une trace, c'est-à-dire que dès l'instant où un professionnel de santé va se connecter à l'espace santé et consulter un document, ça c'est tracé et l'usager peut accéder à ces traces. Vous voyez, ça fait une petite flèche qui pointe vers qui a consulté mes documents. Vous avez l'historique en tant qu'usager de qui a consulté, donc vous savez qui a fait quoi. Et en cas justement de consultation un peu suspicieuse, hein, si l'usager estime qu'un professionnel de santé n'avait pas à consulter tel ou tel document, il pourra toujours le bloquer. Bon, ça on en parle un petit peu plus loin sur la gestion. Sur la slide suivante, vous avez la catégorisation des différentes rubriques. Ça permet de classer les documents, en sachant que c'est quelque chose qui, dans le temps, peut évoluer, peut venir s'enrichir. Donc ça, c'est quelque chose qui est vivant. Donc, j'insiste pas, hein, ces différents types de documents. Ça renvoie à la matrice d'habilitation aussi du DMP. Hein. Donc, on retrouve des types de documents. Ça permet justement de réguler déjà l'accès des professionnels de santé. Le profil médical, je vais en parler tout de suite. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure comme étant la possibilité pour l'usager de prendre en main sa santé. Et c'est ce que je disais, hein, il y a une vraie utilité à ce que l'usager vienne enrichir son profil médical, donc sa taille, son poids, est-ce qu'il a des antécédents, des mesures quelconques, etc., etc. Donc tout ça, ça peut être utile. C'est ce qu'on disait, par exemple, hein, dans le cadre d'une prise en charge en urgence ou dans le cadre d'une préparation d'une hospitalisation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce profil médical, donc il est organisé en plusieurs rubriques. Vous avez une structuration sur la slide suivante. Pareil, c'est quelque chose qui est amené à évoluer dans le temps. Il n'est pas impossible que des rubriques supplémentaires viennent s'ajouter. Donc on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, vous avez les différentes rubriques, les maladies, les traitements, les antécédents d'HOPIT, les antécédents familiaux, allergies, vaccinations, etc., etc.
Vous avez dedans aussi une petite rubrique sur un professionnel de santé, donc ça permet de préciser c'est qui votre médecin traitant. Entourage et volonté, ça permet aussi, voilà, si vous avez des précisions par rapport à ces aspects-là. Et l'historique des soins, c'est l'historique des soins qui est apporté par l'assurance maladie. On a la possibilité aussi d'enregistrer un certain nombre de pièces administratives, donc on va au-delà des seules ressources en santé. Ça permet donc, in fine, c'est ce que j'indiquais, hein, pour préparer par exemple un rendez-vous dans le cadre d'une hospitalisation, ce petit profil médical peut être adressé à tout professionnel de santé. Donc c'est un profil médical qui est téléchargeable, qui peut être utilisé via la messagerie sécurisée et qui donc permet à un professionnel de santé qui ne connaît pas l'usager d'avoir un premier niveau d'information pour faciliter sa prise en charge. Donc c'est aussi une façon de décharger des temps de consultation, des fois, qui sont des connaissances sur les antécédents de l'individu. En tout cas, ça permet au professionnel de santé de mieux préparer ce temps d'échange sur la base des premiers éléments qu'il a à sa disposition. Alors, je regarde vite fait s'il y a quelques petites questions nouvelles. Alors, professionnels de santé et services d'urgence des pays voisins ont-ils accès à mon dossier? J'avoue que là, pour le coup, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas si toi, Maëlle, tu as connaissance de ça, mais je pense qu'on va peut-être... Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Hein. Ça reste, c'est quelque chose de national. Par contre, oui, c'est une ambition. C'est quelque chose qui est en cours de discussion au niveau européen. Et d'avoir justement ce travail de référentiel socle et de plateforme socle que l'on essaye de mettre en place au niveau français, mais qui pourrait être élargi à l'Europe. Donc c'est une question que porte le gouvernement actuel à ce niveau. Donc c'est pas le cas. Ok. Je vois une autre question. S'il y a eu création automatique de l'espace santé, mais que celui-ci n'est pas activé, que se passe-t-il? Ouais, donc c'est ce que je disais sur la distinction entre création et activation. Je n'ai peut-être pas été très clair, hein, je l'admets. La création, pour faire simple, ça va permettre, et donc la création, c'est ce qui peut se faire automatiquement, là, si l'usager ne s'y oppose pas. La création, ça permet en quelque sorte d'activer le DMP. Donc ça permet aux professionnels de santé de venir verser des documents dans le DMP et de venir consulter des documents qui sont déjà présents sur la base de matrices d'habilitation que j'évoquais précédemment. Donc ça, c'est une matrice qui a été définie au niveau national avec les représentants des professionnels de santé pour savoir, dans le cadre d'une prise en charge, quel type de professionnel de santé peut avoir accès à quoi. Ça, c'est création. Et le step de l'activation, ça permet justement à l'usager d'interagir avec son espace santé au travers, c'est ce qu'on commençait à visualiser précédemment, voilà, consulter ces documents, les structurer, les organiser et gérer les accès, ça j'en parle un petit peu plus loin. Si utiliser la messagerie, c'est ce qu'on va se dire après. Donc la distinction entre création et activation, elle se fait là. Après, je ne sais pas, hein, si ce n'est pas assez clair, il faut vraiment le redire. Sachant qu'il y avait une autre question, c'est pour qu'un professionnel verse des documents, il faut que l'usager autorise l'accès. Alors le versement, non. Il n'y a pas de nécessité d'autorisation, c'est les professionnels de santé qui vont alimenter. Par contre, il peut y avoir un filtre usager par rapport à la consultation, par rapport à l'accès aux documents, et ça, on en parle un petit peu plus loin. Bon, on va peut-être voir la messagerie, comme ça peut répondre aussi à d'autres interrogations. Donc, la messagerie, on rappelle, on se l'a déjà dit, l'idée c'est d'avoir un espace pour permettre d'échanger de façon sécurisée entre professionnels de santé et usagers. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette messagerie n'a pas vocation à se substituer à des temps de consultation. Donc, pour ce faire, il y a une sécurisation, entre guillemets, un verrou qui a été mis, c'est que l'usager ne peut pas solliciter de lui-même un professionnel de santé. La sollicitation est à la main du professionnel de santé. Ce sont bien les professionnels de santé qui vont initier un échange avec un usager via la messagerie sécurisée de mon espace santé. Et donc, de ce fait-là, c'est le professionnel de santé qui va initier ce temps d'échange et c'est aussi le professionnel de santé qui va clore ce temps d'échange. Donc, il y a juste une petite manip à faire pour dire
j'ai clôturé, on ne peut plus discuter. C'est aussi pour éviter qu'un usager, quelque temps après, rebondisse pour reprendre contact avec le professionnel de santé. Encore une fois, hein, cette messagerie n'a pas vocation à se substituer à des temps d'échange qui devraient faire l'objet de consultation. Donc, c'est une messagerie sécurisée, donc on peut faire des mails et aussi on peut partager des documents. Donc, c'est-à-dire que les professionnels de santé peuvent adresser des comptes rendus, l'usager peut adresser son profil médical, etc. Donc, c'est des temps d'échange spécifiques. Sachant que le professionnel de santé va accéder à cette messagerie, c'est ce qu'on indiquait, via ses logiciels métiers, son environnement classique, une fois notamment qu'il sera bien mis en conformité et upgradé au regard des attentes du Ségur du numérique. Mais pour l'usager, cette messagerie n'étant accessible que via mon espace santé, il va recevoir, à chaque fois qu'il y a un nouveau message, l'usager recevra sur son adresse mail à lui une notification lui indiquant qu'il a reçu un message dans son espace santé, dans sa messagerie de son espace santé, et donc on l'invite à aller consulter son espace santé et la messagerie qui est présente dans son espace santé pour prendre connaissance du message. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échanges il n'y a pas d'informations qui vont sortir de cette messagerie sécurisée. Alors concrètement, si on passe sur la slide suivante, pour qu'un professionnel de santé puisse initier cet échange avec un usager, il faut qu'il dispose d'une adresse qui soit sécurisée, qui soit une adresse unique. C'est ce qu'on appelle l'INS, l'identifiant national de santé. Et cette INS, pour faire très simple, et c'est ce que vous avez là en haut à droite dans l'espèce de petit cartouche là, l'INS c'est quoi? Ça va être le NIR assurance maladie, NIR sécurité sociale du patient, avec la clé complétée des noms prénoms. Donc ça permet justement pour le professionnel de santé de pouvoir échanger en s'assurant que c'est bien cet usager qu'il a en face de lui. Voilà. Le support usager, donc c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure. L'assurance maladie met en place un support usager, c'est le 3422. C'est un support téléphonique classique, hein, c'est l'assurance maladie qui gère ça. Il y a aussi un formulaire en ligne sur mon espace santé, mais encore faut-il pouvoir accéder à mon espace santé. Donc si on est complètement, si on n'a pas d'accès à Internet, il y a quand même le 3422 qui existe. Alors sachant que ce 3422, juste pour petite précision, donc il est en place depuis le début de la généralisation. Donc depuis le mois de janvier. Et là, courant avril, l'assurance maladie a voulu faire un petit coup de sonde auprès des usagers qui ont recours au 3422 pour savoir justement quelle était la qualité de service via ce 3422. Donc les usagers qui contactent le 3422, en théorie, c'est les usagers qui rencontrent des difficultés ou qui ont un mécontentement à partager. Assurance maladie, sur une semaine, elle a interrogé via une petite enquête un peu plus de 5600 usagers qui ont recours au 3422. Donc, il y a du monde qui le consulte et il y a du monde qui accepte de répondre à l'enquête. Et globalement, ce qui en ressort, c'est que les gens sont quand même très satisfaits de la prise en charge par le 3422. Plus de 80% des personnes précisant qu'ils avaient eu toutes les réponses à leur interrogation dès le premier contact. Après, des fois, il peut y avoir nécessité d'avoir des échanges complémentaires. Ou avoir un niveau d'assistance supérieur pour des cas particuliers. Mais globalement, la population qui a recours au 3422 à ce jour semble plutôt satisfaite. Concernant l'accès aux données de mon espace santé, donc c'est ce que j'indiquais précédemment, l'usager a la possibilité, et c'est ce qu'on reprend ici, de gérer les droits d'accès par professionnel de santé. C'est quelque chose qui est complètement paramétrable par l'usager, c'est-à-dire que dans son espace santé, l'usager a la possibilité d'indiquer s'il souhaite, oui ou non, bloquer un professionnel de santé. C'est-à-dire que concrètement, il y a un moteur de recherche qui permet de dire, là, tel professionnel de santé sur telle commune, il est identifié, je souhaite le bloquer. Donc ça permet à un usager d'interdire l'accès à tel ou tel professionnel de santé. Et il peut à tout moment bloquer ou débloquer l'accès de ce professionnel de santé. De la même façon, l'usager, toujours via son espace santé, va pouvoir définir la confidentialité de chacun de ses documents. Donc, c'est-à-dire qu'il peut définir si ces documents vont être masqués ou pas, sachant que, c'est ce que j'indiquais, de toute manière, il y a un historique, tout est tracé. Donc, ça permet à tout usager de consulter cet historique et de savoir quels sont les professionnels de santé qui se sont consultés
connectés pour consulter des données présentes dans mon espace santé. Alors, en termes de droit d'accès, lorsqu'un professionnel de santé est autorisé, donc il est autorisé par défaut, par principe, cette autorisation d'accès se fait sur la base de la matrice d'habilitation que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous pourrez retrouver le lien pour consulter le fichier. De là, le professionnel de santé a la possibilité, le professionnel de santé de base, entre guillemets, a la possibilité de déposer tout document qu'il jugerait lui-même utile à la prise en charge du patient. Donc, il peut mettre tout type de documents. Il va pouvoir supprimer tous les documents dont il est l'auteur. Donc, c'est un professionnel de santé peut mettre un document puis estimer après coup que ah bah non, je le supprime, je le retire. Il peut aussi, à la demande d'un patient, masquer un document. Alors, sachant que là, ça va être uniquement les documents dont serait l'auteur le professionnel de santé. C'est-à-dire que masquer, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que le document est toujours présent. Par contre, les d'autres personnes ne peuvent pas le consulter. Donc, ça peut être, on peut masquer des documents, par exemple, en attente d'une réunion de concertation ou en attente d'une consultation d'annonce aussi. Ça peut être le cas d'un professionnel de santé qui souhaite déposer tout de suite le document pour qu'il soit accessible à d'autres professionnels de santé, mais il peut le masquer au patient s'il estime que c'est un document qui nécessite un accompagnement. De l'usager, un accompagnement du patient pour éviter qu'il y ait une mauvaise interprétation. Les professionnels de santé autorisés aussi, alors, il y a les professionnels de santé de base et on a aussi des droits élargis pour des médecins, en tout cas des professionnels de santé qu'on va qualifier d'administrateurs. L'administrateur, c'est quoi? C'est un professionnel de santé qui est désigné par l'usager, par le patient. Alors pour les patients qui disposaient déjà d'un DMP par défaut, entre guillemets, c'était le médecin traitant et ça bascule automatiquement dans mon espace santé. Et en fait, c'est un professionnel de santé qui dispose de droits élargis par rapport à la gestion des documents. Donc ça peut aussi répondre à des interrogations qui étaient posées dans le fil des questions. Je vois en même temps une question. Un professionnel de santé qui ne me suit pas est-il autorisé à consulter mon espace santé? Alors, un professionnel de santé qui ne vous suit pas, il est autorisé à consulter les documents qui sont présents dans le dossier médical sur la base de la matrice d'habilitation. Ça, c'est la base. Par contre, vous pouvez tout à fait, si vous, ce professionnel de santé, vous souhaitez vous opposer à ce qu'il puisse accéder aux documents en théorie auxquels il pourra accéder, c'est ce que j'indiquais, il est tout à fait possible dans les paramétrages de mon espace santé pour l'usager de dire ce professionnel de santé, précisément, je lui interdis l'accès à mes documents. Et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi géré, non pas par l'usager directement, mais par le médecin, par le professionnel de santé administrateur qui dispose de droits élargis. Donc, c'est ce que j'indique, c'est celui qui peut gérer le masquage des documents, qui peut bloquer l'accès à un espace de santé, à un professionnel de santé. Donc, on peut s'appuyer en tant qu'usager sur ce médecin administrateur. Il peut aussi accéder à l'historique de l'activité sur l'espace santé. Donc, tout ce qui a été consulté par n'importe quel autre PS, ce médecin administrateur y accède. Donc, il peut en faire part au patient, qui peut décider justement de bloquer tel ou tel accès a posteriori. Et donc, c'est un professionnel de santé qui accède à tout, en quelque sorte. Alors, donc, j'indiquais, toutes les actions sont tracées. Et il faut aussi savoir qu'à chaque fois que quelque chose est fait par un professionnel de santé ou un tiers, il y a une notification par email qui va être adressée au patient. Alors, il y a des cas particuliers, c'est l'accès aux données en cas de situation d'urgence. Donc, il y a deux modes d'accès distincts qui sont identifiés. L'accès pour le SAMU Centre 15 ou l'accès dit en mode bris de glace, c'est-à-dire pour tout autre professionnel de santé qui se situerait dans une situation d'urgence et pour lequel il estimerait devoir débloquer les accès. En fait, entre guillemets, les professionnels de santé qui sont dans ces situations d'urgence peuvent être amenés à forcer l'accès aux documents qui sont dans le DMP. Donc, c'est entre guillemets outrepasser les matrices d'habilitation initiales, sachant que tout ceci est tracé et sachant que, malgré tout, l'usager a la possibilité d'activer ou non ces solutions-là. C'est-à-dire que l'usager peut s'opposer à ce que n'importe quel professionnel de santé puisse activer le mode bris de glace. Donc ça, pareil, encore une fois, c'est paramétrable dans les paramètres de mon espace santé. Et l'usager qui ne serait pas en mesure d'évoluer lui-même, ça peut être fait par le médecin administrateur, le professionnel de santé administrateur, tel que je le décrivais avant. Donc il y a des accès spécifiques, mais encore une fois, l'usager lui-même ou son accompagnement médecin administrateur
peut bloquer ces accès en mode urgence. Après, on peut quand même le déconseiller de bloquer ces accès-là parce qu'en termes de qualité de prise en charge en situation d'urgence, c'est quand même, encore une fois, une grosse plus-value en termes de survie pour un usager, si le centre 15 peut accéder à tous les documents qu'il estime nécessaires. Et enfin, concernant la sécurité des données, mais bon, j'insiste pas beaucoup là-dessus, c'est sur la slide suivante. Il y a tout un arsenal de sécurisation autour du produit qui est mis en place, qui répond à des critères de référencement et des contraintes X et Y. Donc, c'est censé être très, très, très sécurisé. Tout ça, c'est hébergé en France. Les prestataires ont été castés et ils sont suivis, audités très régulièrement. Donc, tout est fait dans les règles de l'art, entre guillemets. Et par rapport à l'accès aux produits, il y a une contrainte qui nous est mise, c'est une double authentification. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais lorsque votre espace santé est créé, puis activé, vous, en tant qu'usager, vous pouvez donc à tout moment accéder à l'espace santé via monespacesanté.fr. Pour vous identifier, vous connecter à votre espace santé, ça se fait en 2 temps. Un premier temps, vous avez un premier niveau d'identification avec identifiant mot de passe. Donc, c'est le truc très classique. Ce sont un identifiant et un mot de passe que vous aurez défini en tant qu'usager lors de votre première activation. Vous pouvez faire changer tout ça à tout moment, bien évidemment. Et il y a un deuxième niveau d'authentification qui va se faire à l'aide d'un code à usage unique. C'est un code d'accès qui sera communiqué soit par mail, soit par SMS. Donc, encore une fois, l'adresse mail ou le numéro de téléphone portable pour le SMS, ça a été communiqué, ça a été renseigné par l'usager en amont. Et donc, une fois que le premier niveau d'authentification identifiant mot de passe est fait, vous choisissez si vous voulez recevoir par SMS, par exemple, votre code d'authentification. Vous l'avez par SMS, vous le saisissez et là, vous pouvez accéder. Donc, c'est une authentification en 2 temps. Alors, on sait déjà, on a eu pas mal de remontées terrain, comme quoi c'était un peu lourd, un peu fastidieux, mais c'est une contrainte qui nous est imposée par la CNIL, par la RGPD, donc on peut pas la dépasser. Alors, sachant que, mais ça n'apportera pas toutes les réponses, l'assurance maladie travaille actuellement au développement d'une application smartphone en complément de l'espace en ligne. Et cette application smartphone sera compatible avec des identifications type biométrique, donc reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Mais bon, là, il faut être un petit peu geek, il faut avoir le téléphone portable qui va bien, il faut vouloir mettre des applications. Donc, ce n'est pas nécessairement toute la population. Mais encore une fois, là, c'est une contrainte qui s'impose à nous. Il n'y a pas d'autre choix que d'y aller par une double authentification pour l'usager. Voilà pour moi, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, on va peut-être rebalayer quelques petites questions. Alors, la matrice d'habilitation est renseignée par l'usager. Non, ça c'est bien une matrice d'habilitation définie au national. Alors, cette matrice d'habilitation, elle est disponible pour l'usager dans la rubrique sécurisation des données qu'il y a dans mon espace santé, donc on peut y accéder. Après, ça reste de la documentation technique qui est définie au niveau national par les représentants professionnels de santé pour dire, dans le cadre d'un parcours de soins, telle catégorie de PS peut avoir accès à telle catégorie de données. Et inversement, on n'a pas accès à telle autre catégorie de données. Alors, n'importe quel professionnel de santé peut accéder, je vous remercie. Voilà, on est par défaut, l'accès aux documents se fait sur la base de cette matrice et l'usager, via lui-même ou via son médecin de référence qui l'accompagne, peut bloquer effectivement les accès. Alors, l'adresse mail MS Santé du patient ne comportant que des chiffres, donc effectivement c'est l'INS. Comment le professionnel peut-il être sûr de l'identité du patient? Risque d'identito-vigilance. Alors, logiquement, pour faire simple, cet INS, donc il est unique, il n'y a qu'un patient, effectivement, un patient a un INS. Pour que le patient puisse accéder à cet INS, il va le retrouver dans son espace santé. Donc, le patient qui souhaite communiquer son INS peut le faire via ce canal. Alors, effectivement, après, on n'est pas à l'abri d'un piratage, mais vu que cet INS va être utilisé par le professionnel de santé dans le cadre de mon espace santé et de la messagerie sécurisée qui est inclue dans mon espace santé, l'usager, pour y accéder, il faut justement qu'il passe cette double authentification que je décrivais précédemment. Donc, cette double authentification, normalement, doit permettre
que seul l'usager concerné accède à son espace santé et puisse de ce fait accéder à la messagerie de sécurité de santé qui sera utilisée par le professionnel de santé. Logiquement, on est sécure. Après, voilà, il n'y a aucun système qui, à mon sens, est fiable à 100%. J'en profite, je rebondis sur ta réponse pour une autre question concernant la messagerie entre professionnels. Est-ce que cette messagerie est la même que celle qui envoie des messages aux patients? Oui et non. C'est-à-dire qu'il existe, en fait, il faut le voir comme un espace. Là, mon espace santé et la messagerie sécurisée fait partie d'un espace de confiance qui est normé et qui permet justement d'éviter ces piratages et ces informations. Disons que la messagerie, alors ça s'appelle MSSC à destination des citoyens, est un canal à part entière. Donc c'est vraiment du professionnel vers le citoyen, et elle a ses règles, notamment le fait que, par exemple, le citoyen ne peut pas contacter un professionnel si le professionnel ne l'a pas contacté au préalable. Et sur ce même espace de confiance, on a des MSS dédiés aux professionnels ou des MSS dédiés à la région qui, elles, permettent la communication entre professionnels de santé et uniquement entre professionnels de santé. Donc, c'est pas le même cadre juridique, c'est pas forcément les mêmes technologies parce que pas les mêmes attendus. Donc, ça ne permettra pas l'échange envers les professionnels, du moins pas sur le même canal. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Alors, sachant que, effectivement, les professionnels de santé disposent de leur logiciel métier, et ça renvoie à ce que je disais, tout ça, en fait, il y a des travaux qui sont en cours avec les éditeurs, pour proposer des solutions qui soient complètement interopérables et complètement transparentes pour tout le monde. Parce que l'idée, c'est que ça ne vienne pas perturber les habitudes de travail des professionnels de santé, ils restent avec leur environnement, donc ils vont accéder à cette messagerie sécurisée citoyenne via leur environnement, mais ça ne les empêche pas effectivement de continuer à utiliser toute autre messagerie sécurisée qu'ils utilisent déjà entre professionnels de santé. C'est transparent, mais c'est bien distinct. Donc, il n'y a pas de risque à ce qu'un message à destination d'un professionnel tombe chez un patient ou inversement. C'est vraiment très distinct. Alors après, il y avait une question. Est-il possible d'imprimer une synthèse de mon dossier pour justement les pays étrangers ou certains PS pas encore connectés ou pour une première visite vers un spécialiste? Alors là, oui, effectivement, tout l'intérêt effectivement de cette petite synthèse médicale, de ce profil médical qui est alimenté par l'usager, c'est d'effectivement pouvoir en disposer. Donc, il est généré sous forme PDF. Donc, effectivement, je prenais le cas d'usage où on le partage via la messagerie sécurisée avec un professionnel de santé. Donc, professionnel de santé qui vous dit que vous avez un tel rendez-vous, est-ce que vous pouvez m'adresser à votre petite synthèse? Hop, on génère le PDF et on l'envoie via la MSS. Mais rien n'interdit effectivement d'imprimer cela au format papier et de le partager avec tout autre professionnel de santé. Après, il faut savoir qu'on sort de cet espace de confiance, donc on est dans un document qui prend un petit peu plus de liberté. Mais ça, c'est à discrétion de l'usager, ce sont ses informations, il en fait ce qu'il veut. Alors, je voyais une autre question sur les directives anticipées. Peuvent-elles être téléchargées par un professionnel ou un établissement dans l'espace santé? C'est-à-dire que là, si je comprends bien, ou faut-il que ce soit le patient lui-même? Oui, si je comprends bien, la question c'est est-ce que c'est le professionnel de santé ou l'établissement de santé qui, dans le profil médical, dans la rubrique entourage et volonté, par exemple, pourrait venir alimenter des éléments? Alors, en théorie, c'est quand même l'usager qui a la main sur son profil médical. Après, encore une fois, dans les faits, on est conscient que tous les usagers n'ont pas forcément la possibilité de le faire d'eux-mêmes, et donc il y a peut-être nécessité d'un accompagnement. Mais voilà, on est toujours un peu border sur des aspects juridiques dans ces cas de figure-là, mais c'est ce que j'indiquais à un moment. Il y a un certain nombre de difficultés comme ça qui sont vraiment des cas particuliers, qui sont identifiés, en tout cas qui sont en cours d'identification, qui sont remontés au niveau national, mais il y a tout un tas de cas de situations particulières que vous, dans votre concret, vous pouvez être amené à identifier via des relations avec des PS ou des usagers.
Nous, ce qu'on peut vous inviter, hein, c'est de faire remonter justement toutes ces situations un peu particulières pour que nous, on puisse les partager avec le national, pour qu'on pense à des cadres, que le national puisse définir des cadres un petit peu bordés sur toutes ces situations qui sont à la limite, hein, bien souvent. Mais ça fait un petit peu le lien justement avec le réseau des ambassadeurs qui peuvent être des relais de terrain pour recueillir des choses. Ça fait le lien aussi avec ce qu'on évoquait précédemment en introduction quant à l'animation territoriale qui est déployée par l'ARS, enfin avec l'appui du GRAD et puis le lien de l'assurance maladie. Donc, je ne sais pas si on avait fait le tour des questions, mais sinon, je pense que Maëlle, tu pourras peut-être reprendre. Je pense que justement, cette partie ambassadeur répondra à certaines questions, notamment vos questions sur, là, je lisais sur le don d'organes. Le but, voilà, de cette dernière partie, c'était de vous présenter le rôle d'ambassadeur dont on a déjà. Juste, je vous coupe, il reste 5 minutes. Je vais très donc, très vite. ouais, En 2 merci. minutes, on a parlé des coordonnateurs, des ambassadeurs en début de présentation. Sachez que n'importe qui d'entre vous peut devenir demain ambassadeur et promouvoir mon espace santé auprès de ses collaborateurs, de ses collègues et auprès de publics identifiés. Tout le monde peut le faire. On vous a mis la fiche de mission, on vous a mis les liens pour les inscriptions et ça répond à quelques-unes de vos questions. Notamment la première, c'est qu'on vous invite dès aujourd'hui à créer votre espace santé et à manipuler l'outil pour avoir, pour certains, la majorité de vos réponses. Et on vous invite, si vous le souhaitez, aussi à en devenir ambassadeur et ça peut être aussi des professionnels de santé et ça répond à cet aspect aussi sur le législatif. Un professionnel de santé peut s'identifier comme étant ambassadeur et du coup faire le relais en termes de sensibilisation et de communication auprès des usagers. Très rapidement, aujourd'hui, on a 20 ambassadeurs pour les Hauts-de-France qui ont été identifiés, mais comme on vous le disait, on est vraiment dans la phase numéro 1. Hein. Le coordonnateur n'est pas encore recruté, donc ce sont 20 précurseurs en région, sachant que les démarches de communication autour de la notion d'ambassadeur vont arriver, donc on devrait en avoir beaucoup plus. Voilà, j'ai fait très court. Ah, juste un dernier événement, le 14 juin, je vous invite à le mettre dans vos agendas. Le 14 juin, on organise une journée en présence de Dominique Pont et Laura Letourneau autour de la question éthique du numérique en santé. Merci beaucoup pour cette présentation qui était claire. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions, mais si il restait des questions en suspens, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail et puis on pourra peut-être vous les faire suivre pour y apporter une réponse. On vous transmettra aussi la présentation qui a été faite aujourd'hui, donc vous pourrez revoir et notamment la vidéo. Je passe du coup maintenant la parole à Arthur Dauphin, donc qui est conseiller technique à France Asso Santé sur la question du numérique. Merci beaucoup Aurélie et bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous avec la délégation de France avec qui on travaille très très bien, donc c'est un plaisir. L'idée rapidement pour il y a eu beaucoup de questions et c'est vraiment bien. On sent que c'est un sujet il y a un fort intérêt de la part de tout le monde et beaucoup de questions. Donc c'est vraiment super et je remercie encore les intervenants de l'ARS et de la CPM d'avoir pris le temps et le soin de répondre au maximum aux questions. Et donc l'idée finalement de cette intervention, c'était un peu finalement France Asso Santé, on en pense quoi, et aussi de vous montrer que c'est pas quelque chose qui débarque de nulle part. Comment nous on a pu être intégrés, quelle position, quel regard on porte dessus et quel regard on vous invite vous aussi à avoir, entre guillemets. Donc, rapidement, pour vous dire, l'espace numérique en santé, finalement, le réseau France Asso Santé a commencé à y travailler dès 2019 quand il y a eu le Tour de France des régions du numérique en santé, où du coup, il y a eu dans toutes les régions et une très bonne participation avec des très bons retours. Et donc, depuis, en fait, c'est un sujet qui nous occupe pas mal, notamment au sein du groupe de travail national sur la e-santé de France Asso Santé, qui en avait fait un élément vraiment prioritaire. Et en septembre 2021, il y avait une journée nationale France Asso Santé avec l'UNAF et la FNAT, qui étaient donc avec notamment les conseillers assurance maladie, sur mon espace santé, avec des présentations, débats, des temps de plaidoyer interassociatifs. Donc, c'était assez en amont aussi.
parce que c'était bien bientôt. On a participé, alors ça a été évoqué très brièvement tout à l'heure par Madame Spanuet, à une conférence citoyenne qui était organisée par le ministère. Donc il y avait un comité citoyen et nous on a aussi participé aux travaux avec des usagers, notamment Olivier Dauptin qui était des Hauts-de-France. On avait fait un webinaire interrégional sur les retours d'expérience des délégations qui étaient dans les départements pilotes. Et en janvier 2022, du coup, tous ces travaux finalement ont abouti à la publication d'un plaidoyer qui réunit du coup tout des positions de consensus avec des recommandations en fait et qui s'appelle donc 10 propositions faire de mon espace santé une réussite collective que je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail après avec un message clé au final qui est France Asso Santé a un avis positif sur mon espace santé, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi on est arrivé à ce consensus qui n'était pas forcément évident ou pas gagné d'avance. En tout cas, il y a eu pas mal de discussions avec des points de vigilance qu'on assume et on continue le travail. Entre autres, il y a un projet d'usager testeur auquel on a déjà un peu contribué, des révisions de la maîtrise d'habilitation, surtout pour la rendre plus lisible, parce qu'on a vu il y a des questions. Qu'est-ce que c'est que la maîtrise d'habilitation? C'est quelque chose qui peut paraître très compliqué et donc on travaille avec la DNS, donc le ministère, sur ces questions-là notamment. Et donc, si je vous détaille un peu plus ce qui contient notre plaidoyer, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur déjà des points de vigilance que vous pouviez avoir. Donc, il y a des choses, je pense, qui vont vous faire écho. On avait d'abord tenu dans ce plaidoyer à faire un préambule très positif, de rappeler c'est quoi l'implication de France Asso Santé, la nécessité de continuer à intégrer les représentants des usagers dans toutes les étapes de concertation qui ont été évoquées tout à l'heure, que je vous ai un petit peu redites, pourquoi c'est important, réaffirmer du coup une vision positive par rapport au service et d'annoncer ces points de vigilance avec des propositions constructives. Il y a 4 grands axes en fait. Alors comme on n'a plus trop le temps, je vais peut-être pas vous détailler toutes les propositions, mais il y avait le premier axe qui était de garantir aux usagers un choix libre et éclairé pour l'utilisation de mon espace santé et des services associés. C'est-à-dire que nous, on voit avec d'une très bonne chose que chacun puisse avoir accès à ce service, à cet outil, mais le choix, il doit rester finalement à la main de l'usager, de dire je l'utilise pas, je partage mes données, je les partage pas, etc. Donc, créer la confiance en facilitant la gestion des accès par les usagers. Ce que vous avez vu, il y a pas mal de paramétrages entre guillemets différents, de règles, un tel a le droit d'accéder ainsi, là vous recevrez un mail quand il aura regardé telle chose. Et ça peut paraître très compliqué et M. Rosé l'avait bien souligné, il y a une vraie question sur l'accompagnement aussi des usagers. euh, et de se dire, il faut que, pour que ce soit adopté par l'usager, que ce soit suffisamment simple, ergonomique d'utilisation et clair. Donc, il y a un enjeu par rapport à ça. Il y avait tout un aspect qui était beaucoup ressorti dans les discussions interassociatives sur capitaliser les fonctionnalités de mon espace santé pour simplifier le parcours de soins et notamment sur tout ce qui était la prévention, par exemple, avec le futur agenda de santé et sur différentes choses comme ça. Et un point sur lequel je vais un peu plus m'appuyer à la fin, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des questions qui faisaient référence, c'est finalement faire de l'accompagnement de proximité des usagers une priorité et une réalité, donc pour répondre à tous ces problèmes de désert numérique, de fracture numérique en fait de manière plus globale. Donc, les propositions, elles sont assez variées. Je vais pas du coup toutes les redire, mais il y en avait des très pratico-pratiques, on va dire. Par exemple, établir un accès direct pour les mineurs de plus de 16 ans, puisqu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est uniquement les majeurs qui vont pouvoir accéder. Donc, ça nous paraissait très important, avec la question aussi des aidants, des personnes de confiance éventuellement. Double accès pour les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, où effectivement, on est en discussion et on travaille avec la DNS notamment. On a des échanges beaucoup sur ces sujets-là, de comment on y apporte les réponses les plus adéquates. Vous voyez aussi laisser le libre choix aux usagers, c'est ce que je vous disais, renforcer bien cet aspect, le libre choix. Et c'est aussi à ça que servent ces événements. Hein. On vous présente ce service, ce qu'il peut vous apporter, et après, c'est vous qui gardez la main de toute façon. Plus le nombre de gens qui en bénéficient est élevé, plus ça veut dire que le service aussi correspond à nos attentes, à vos attentes, et donc c'est aussi une chose positive.
on avait mis des choses sur l'envoi des historiques, par exemple, par les hôpitaux, pour que vous ayez un maximum de documents. Il y a déjà des hôpitaux qui le font. Donc, je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas des documents d'historique qui ont déjà été envoyés. Parce que moi, on a déjà eu le cas sur d'autres présentations où les gens activaient leur compte et se retrouvaient avec des documents d'il y a 2 ans, d'une hospitalisation, etc. Et donc, on a des bonnes surprises. Il n'y a pas que des inquiétudes, on va dire, sur ce côté alimentation. Et cette partie-là sur l'accompagnement qui est vraiment quelque chose qui prend vraiment une importance forte, que ce soit créer une culture publique de l'accompagnement de proximité, avec effectivement les espaces France Service qui sont renforcés, avec toute cette démarche d'ambassadeurs et notamment du coup donner les moyens aux associations, donc à notre réseau aussi, de s'impliquer, de participer en tout cas à l'accompagnement numérique. Et donc c'est vrai que je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé à, à devenir ambassadeur, à prendre part en tout cas à ces activités, à en proposer, à en imaginer. Est-ce que vraiment on a une place à assumer? On n'est pas des médiateurs numériques professionnels, hein, mais l'accompagnement numérique bénévole, il a aussi une place et on est au contact d'usagers qui sont parfois les plus vulnérables et qui sont parfois ceux vraiment qui ont besoin de cet accompagnement. Donc, il faut qu'on puisse jouer aussi ce rôle-là. Et donc, en fait, pourquoi on y croit? Alors, ça va reprendre quelques arguments que monsieur Ruzet, notamment, vous avez un petit peu déployés. Dans le contexte historique, alors on doit être à 10 millions à peu près de dossiers médicaux partagés, ouverts depuis 2011, ce qui, tout le monde se l'accorde à dire, est quand même relativement un échec. Et nous, quand on avait fait nos enquêtes, notamment fin 2021, sur des panels représentatifs, on se rendait compte que 50% sont vides et qu'au total, du coup, on avait seulement 25% de ces dossiers qui étaient utilisés véritablement. Alors qu'on avait quand même participé sur le terrain, des fois, à des actions de sensibilisation aussi. Et donc, il y a une sorte de cercle vicieux, finalement, qui est assez documenté, hein, assumé par le ministère notamment. Hein. C'est que les dossiers n'étaient pas alimentés parce qu'ils n'étaient pas créés. Ils n'étaient pas créés parce que les médecins n'allaient pas dessus, et les professionnels de santé de manière générale. Et eux-mêmes n'allaient pas dessus parce qu'il n'y avait pas les documents. Et comme il n'y avait pas de documents, ils n'étaient pas créés, etc. Et donc, on ne s'en sortait pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au DMP, on est quand même beaucoup plus, pas dire qu'on a plus d'espoir, mais en tout cas, on est beaucoup plus optimiste. C'est qu'il y a, il y a 2 aspects. Ce fameux aspect des logiciels qui n'étaient pas interopérables. Alors, ça a été dit plusieurs fois. Hein, et des logiciels qui ne sont pas interopérables, c'est juste qu'ils ne peuvent pas opérer ensemble. Donc, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Et donc, en fait, il n'y a pas d'échange qui se fait et en fait, on ne peut pas les utiliser. Donc, il y avait un certain nombre de besoins et notamment de mettre les logiciels sur une même norme, sur du coup un même pied. Et donc, vous avez cette question, c'est ce qui a été appelé l'opt-out. Donc, bon, qui est un anglicisme, je sais qu'on n'est pas forcément fan dans nos réseaux des anglicismes. Donc, ça résume juste à dire ouverture automatique, mais pas obligatoire. Le DMP, c'était opt-in, c'est-à-dire qu'on avait l'option de rentrer dans le dispositif. Et là, avec mon espace santé, du coup, ça a été quelque chose qu'on a quand même plutôt soutenu, le fait de casser ce cercle vicieux finalement et de dire il faut qu'on donne l'option aux gens de sortir du dispositif à tout moment et sans justification quoi que ce soit. Mais comme ça, on met à disposition pour un maximum de la population cet outil parce qu'on croit vraiment aux bénéfices qu'ils peuvent apporter. On y croit aussi parce que par rapport à ce côté interopérable dont on discutait avant, il y a un mouvement quand même, global d'investissement, de toutes des instances, publiques pour casser ce cercle vicieux à un autre endroit et qui est sur l'alimentation du coup, de mon espace santé. Finalement, avec tout ce financement de l'État, donc ce qu'on nous a entendu parler du Ségur, pour adapter tous les logiciels métiers des professionnels et faire en sorte qu'ils puissent communiquer obligatoirement avec mon espace santé et donc en fait rendre cette connexion plus ou moins obligatoire dans les faits. Et puis avec aussi un côté convention professionnelle avec notamment les médecins, avec des incitations financières. Il y a un arrêté aussi pour établir la liste des documents à mettre obligatoirement dans mon espace santé. Et donc c'est des choses qu'on n'avait pas forcément fait, en tout cas à l'époque du DMP. Et donc aujourd'hui, le système est quand même l'écosystème est plus prêt. Et en tout cas, voilà, c'est plus ambitieux. Et donc on y croit d'autant plus pour ces questions-là. Il y a les questions des sécurités. Je ne vais pas vous refaire parce que ça a été un petit peu décrit, mais notamment c'est le fait que les sociétés qui hébergent les données de mon espace santé, ce soient des sociétés à capital français et en tout cas sur des serveurs en France. Et ça, c'est une question que nous, on a très souvent et on sait que c'est quelque chose sur lequel vous êtes très sensible et donc c'est quelque chose qui est rassurant en termes de sécurité des données notamment.
Et donc pour finir un petit peu, c'est vrai que ça me tenait à cœur de faire un petit point sur l'accompagnement des usagers, qui est entre guillemets un point de vigilance, parce que ça nous tient particulièrement à cœur et vous l'avez dit dans les commentaires, tout le monde le sait, c'est un vrai enjeu, parce que les fractures, elles peuvent être sociales et économiques, c'est ce que vous connaissez quand on parle de zone blanche, le fait de pas être équipé du bon matériel, les abonnements internet, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi chez les jeunes des fractures qui sont liées aux usages, parce que si c'est pas une ergonomie à leur standard et avec un bénéfice qui est très direct, tout ce qui est service public dématérialisé, ils ont beaucoup de mal à prendre en main ces outils-là. C'est plutôt ce qu'on dit pour les seniors, les personnes âgées, où il y a des compétences à acquérir, alors que la dématérialisation, elle va encore plus vite. Et finalement, Santé publique France considère que les compétences numériques, elles diminuent à partir de 46 ans. Et donc, on se rend compte que ça concerne finalement énormément de monde, et 13 millions de personnes, je crois, si on parle de fracture numérique selon les rapports du Sénat. Donc, dans notre plaidoyer, nous, je ne veux pas vous les refaire, mais on en a dit dans notre plaidoyer Mon Espace Santé, dans nos propositions qu'on avait fait pour l'élection, on avait une proposition sur la fraternité d'accès où du coup on réclamait un accompagnement humain et numérique. Alors sur le numérique en santé. Et quand on avait publié aussi notre plaidoyer sur le Ségur de la santé, nos propositions, on avait fait 2 propositions sur la fracture numérique et l'accompagnement par le service public et le rôle des associations dans l'accompagnement numérique. Donc c'est quelque chose qui vraiment fait partie aujourd'hui des positions politiques très larges de France Asso Santé. Et finalement, Mon Espace Santé sur l'ouverture automatique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tous les usagers aient bien la bonne information, de savoir qu'est-ce que c'est et de pouvoir dire bah, j'active, je m'oppose, en tout cas de faire leur choix. Et c'est surtout ça, nous, qui nous importe. Et on considère que cette communication, elle sera réussie si jamais elle répond à cet enjeu-là, notamment. Et après, c'est d'amener, du coup, les usagers à utiliser Mon Espace Santé. Et donc, ça, c'est effectivement, ça vient un petit peu dans le second temps, mais ça commence déjà. Donc, communication large inclusive, c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Et cet accompagnement, du coup, je vais pas redire, solidaire et de proximité, où on a tout notre rôle à jouer. Et donc, c'est là où, aujourd'hui, vous, associatifs, représentants des usagers, vous pouvez contribuer finalement à ces aimants-là, en sensibilisant, en faisant partie de ce réseau finalement d'ambassadeurs. On peut sensibiliser, on peut accompagner aussi, ça demande un peu d'organisation, et il y a déjà des associations qui le font sur le terrain, accompagner vers le numérique, sur le numérique, en fait, les usagers. Aller vers les populations qui sont les plus vulnérables ou qu'on en a le plus besoin. Il y a des populations qui ont des parcours qui peuvent les exposer de la stigmatisation, par exemple, et qu'il faut peut-être accompagner davantage à dire voilà comment vous pouvez gérer vos documents, la confidentialité. C'est peut-être des personnes qui ont justement encore plus ce besoin-là, et donc il faut y répondre. Et on a plein de synergies à créer finalement entre nos réseaux associatifs des usagers, les réseaux de la médiation numérique, que ce soit les conseillers, des espaces France Service, etc. Mais il y a plein d'associations, d'entreprises d'utilité sociale, de collectivités locales. Il y a des CPN qui font plein d'ateliers numériques, etc. De mettre en relation finalement tout ça avec ce que vous pouvez faire quand vous êtes conseiller en CPAM ou vous êtes représentant des usagers dans votre CDU, et en fait de faire des liens et puis de ramener du coup cet accompagnement numérique vers les usagers et d'y contribuer. Donc voilà, c'était pour essayer de conclure un peu rapidement et de vous apporter ces éclairages-là, en sachant que, je rappelle, nous, on a toujours notre ligne d'écoute sociale et juridique Santé Info Droit, donc ils sont formés sur Mon Espace Santé, donc ils sont capables de répondre à certaines questions si vous avez besoin. Alors, c'est pas pour remplacer le 3422, hein, c'est si jamais effectivement vous avez des questions vraiment plus d'ordre juridique, qui vous pose des soucis ou qui a un problème dans votre parcours qui se posera avec Mon Espace Santé, en tout cas, vous pouvez faire le point avec eux et ils peuvent vous orienter avec une fiche pratique juridique qui est en préparation. Et donc, je vous le rappelle, le 3422, c'est l'appel, la ligne non surtaxée, information, assistance et aussi d'exercice des droits. Si vous voulez vous opposer à Mon Espace Santé, vous pouvez le faire via ce numéro. Donc, c'est une facilité aussi d'exercice des droits. Et je vous invite vraiment à aller voir la foire aux questions sur monespacesanté.fr, qu'on pense pas forcément à aller consulter, mais qui est très riche et qui comporte beaucoup d'informations et qui est plutôt bien faite. Donc, c'est un élément sur lequel vous pouvez aussi vous retrouver. Je remercie Maureen qui vous a remis une infographie qu'on avait faite sur Mon Espace Santé pour aussi vous réexpliquer tout ça, parce que c'est vrai que quand on voit là
ça fait beaucoup d'informations d'un coup, donc c'est bien aussi de pouvoir compter sur différents formats plus ou moins courts pour s'y retrouver. Et donc, je vais finir ma présentation on va comme ça, parce que du coup, c'est vrai qu'il est déjà tard. Et je vous invite, on va vous remettre dans le chat un formulaire qu'on a publié, retour d'utilisateur Mon Espace Santé. Et donc, vous avez le lien effectivement qui s'est mis normalement, je crois, qui a dû s'afficher sur vos écrans, où en fait, on invite des gens de toutes les régions à donner des retours, en fait, à dire vos premiers pas sur Mon Espace Santé, comment ça s'est passé, et du coup, on a pas mal de retours qui arrivent au fur et à mesure, et donc on vous invite aussi, si vous avez fait vos premiers pas ou si vous allez bientôt les faire, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour via ce biais-là aussi. Donc voilà. Je vous remercie pour les. J'ai pas vu de questions en tout cas ou de choses en plus dans le chat. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont continuer à arriver au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. Avec la délégation et moi-même, on est disponible pour des questions qui pourraient remonter, comme nos interlocuteurs de l'ARS ou de la CPM qui sont intervenus tout à l'heure. Merci Arthur. Effectivement, je ne vois pas de questions. Mais si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à passer par nous, par l'adresse mail de la délégation. Et puis, on fera remonter soit à Arthur, soit à l'assurance maladie, à l'ARS, en fonction des questions. Voilà, et écoutez, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux intervenants. Et puis, écoutez, je vous souhaite de bien utiliser Mon Espace Santé, d'aller le tester, de nous faire des retours sur l'utilisation. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.